Merci d'être venus ce soir nombreux aux rencontres des sciences et de l'inexpliqué, qui est la dernière conférence de l'année. Les prochaines recommenceront certainement en février ou en mars. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Janine La Jeunesse et Emmanuel, qui vont nous faire le récit de deux rencontres exceptionnelles et des conséquences que ces rencontres ont eues sur leur chemin de vie. Donc, Janine a fait une rencontre, on peut le dire, avec un ovni. Et la rencontre d'Emmanuel, c'est la rencontre avec Janine. Voilà. Donc ils vont nous faire le récit de ces deux rencontres. Je leur laisse la parole et puis ensuite vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc bonsoir à tous, on commence par 1954. Donc vous voyez, on a fui la pollution de Paris pour venir retrouver la pollution de Lyon, mais c'était pour venir vous raconter un petit peu notre histoire bizarre, on va dire. Et cette histoire commence apparemment en 1954, un soir d'été, après le dîner, avec mes parents. Nous sommes montés sur la colline. Et c'était une petite promenade digestive pour regarder le coucher du soleil. Il n'y avait pas la télévision, donc on communiquait beaucoup plus avec la nature. Et ce soir-là, on était en train de regarder le soleil qui se couchait. La nuit tombe petit à petit et, à notre grande surprise, on voit arriver sur notre droite un vaisseau rond, un petit peu surélevé sur le milieu, qui vient se déposer dans un chuintement très discret devant nous, à peu près 300 à 500 mètres, dans mon évaluation de petite fille de 7 ans. Et ça nous a surpris, on est resté donc un petit peu médusés. Les parents m'ont protégée et on a vu que de ce vaisseau descendait une échelle et deux humanoïdes. Je ne peux pas dire deux humains, mais deux humanoïdes qui étaient très minces et assez grands. Ils sont descendus, ils ont fait un tour autour de l'échelle, pas très grand ce tour. Et puis ils sont remontés. Et ils sont repartis comme ils étaient venus, je dirais en rase-motte horizontale, et ils sont repartis d'un seul coup. Voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai vu en 1954. Alors, dire que cette rencontre a changé ma vie ou a apporté des choses dans ma vie, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne sais pas comment aurait été ma vie si je ne les avais pas vus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mon parcours n'a pas été traditionnel et dans les rails. J'ai eu une vie un petit peu, on va dire, guidée par un vecteur intérieur, par un daimon intérieur, pour reprendre le terme de Socrate, un daimon qui m'a fait faire que des choses que j'estimerais de beaux, belles et bonnes. Le kalos kagatos, en quelque sorte. Et donc, ma vie a été, je dirais, d'une grande richesse par toutes les disciplines que j'ai eu envie de connaître et de vivre complètement. Parce que je sentais qu'au fond de moi, il fallait que je découvre le pourquoi de l'humain. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, le pourquoi de l'humain. Je pensais que vivre pour travailler, faire des enfants, partir en vacances, consommer, ça n'était pas le mobile très profond de l'homme. Il y avait un autre moteur qui pouvait guider l'homme dans ses profondeurs. Donc, j'ai fait de la musique, j'ai fait plein de choses.
Certains disent que la réussite, c'est une succession d'échecs. Ben, je dirais que pour moi, c'est un petit peu ça aussi. J'ai voulu faire de la danse, je n'ai pas pu en faire, parce que je n'avais pas une santé assez forte, cheville, le cœur, tout ça. Bon. Donc mes parents ont dit, elle ne peut pas faire de danse, ben, elle va faire de la musique. Je fais de la musique, j'ai une très bonne oreille, donc moi j'avais envie de jouer du piano. Et le professeur dit, ben, elle va faire du violon parce qu'elle a une très bonne oreille. Les autres qui ont une mauvaise oreille feront du piano. Bon, je fais du violon. Le violon, c'est pas mal, mais j'avais envie du piano quand même, donc j'en ai fait quand même toute seule. Puis, je prépare, quelques années après le bac, je prépare un concours de musique pour enseigner la musique. Et au bout de 2 ans de travail assidu, au moment de passer le concours, le directeur oublie mon dossier sur son bureau, avec celui d'un autre étudiant. Donc je n'ai pas pu passer le concours. Catastrophe encore. Mais, donc ce directeur était bien ennuyé, bien évidemment. Mais il nous dit, mon copain et moi, mais il y a un autre concours qui correspond un petit peu à ce que vous avez étudié, que vous pouvez passer. Donc nous passons ce concours et bien évidemment, nous ne l'obtenons pas. Bon. Par contre, pour moi, c'était une révélation. Parce que j'ai rencontré une musique, moi qui étais très cérébrale, qui aimait la musique classique à fond, je dirais déformée par le conservatoire, j'ai rencontré une musique des sens, une musique qui pouvait faire bouger le corps. Et je me suis investie à fond là-dedans. C'était toute la méthode de Karl Orff. Et j'ai travaillé avec un élève de Karl Orff. À la suite de ça, j'ai commencé à m'intéresser à la musicothérapie. Nous sommes en 1971, 72. La musicothérapie commençait à naître. Très peu de gens connaissaient cela. Il n'y avait qu'un musicien et une psychiatre de l'HPD de Limoux, l'hôpital psychiatrique départemental de Limoux, qui avaient collaboré pour commencer à élaborer une méthode pour éveiller, je dirais, les gens fragiles à la musique et leur donner un équilibre sur eux. Donc cette musicothérapie m'a amenée à travailler plus tard avec un psychiatre et puis à petit élaborer ma propre méthode que j'ai appelée ostéophonie. Cette ostéophonie s'est améliorée au fil des ans avec les autres techniques que j'ai pu aborder comme l'ostéopathie, l'acupuncture, que j'ai abordées non pas pour devenir thérapeute dans ces disciplines-là, mais simplement pour mieux comprendre les différents systèmes qui animent le corps et l'esprit. Et puis au cours de la vie, je donnais donc des cours de musique à des enfants et une maman me dit que le judo est une très bonne discipline pour former le caractère des enfants et leur donner une belle âme. Donc je mets ma fille aînée au judo, ça ne lui plaît pas du tout, mais le professeur invite 2 mamans à essayer cette discipline. Et je dirais que je tombe amoureuse de cette discipline parce que j'ai trouvé qu'elle était complète. Lorsque je suis rentrée le soir après mon premier cours, j'ai eu des courbatures de l'orteil jusqu'à la pointe des cheveux. Donc c'était une discipline complète. Je me suis dit, je peux m'investir là-dedans, ça va m'apporter quelque chose. Et j'ai continué comme ça jusqu'à la ceinture noire. Et entre-temps, j'ai rencontré le Hatha Yoga,
qui était une discipline, on va dire, on ne comprend pas passer du judo au hatha yoga, mais c'est une discipline qui complète toute la maîtrise des émotions, le travail d'équilibre, le feeling, le randori qui vous amène à des états seconds. Tout ça, c'était un travail plein de richesse pour toutes mes sensations. Et le hatha yoga allait m'apporter de la souplesse, de la concentration plus subtile et m'emmener petit à petit à la méditation. Donc on arrive là à deux techniques qui étaient bien complémentaires. Et dans mes rencontres, je rencontre le kyudo, le tir à l'arc japonais, qui est aussi une discipline particulière, qui vous apprend à faire l'osmose, non seulement avec toutes les parties de votre corps, avec votre mental et votre corps, avec votre mental, le corps et l'environnement, mais aussi avec l'instrument. Vous faites une osmose avec l'arc, la flèche et votre esprit et votre corps qui guide la flèche sans viser. Donc la flèche part vers la cible, mais avec toute l'énergie de votre corps, de votre esprit, et en plus. Ce qui fait que on est dans l'harmonie totale de l'instrument, du corps et de l'environnement. Tout ça, c'était merveilleux. La musique, le chant, les arts martiaux, le yoga, tout ça, ça fait une alchimie. Et cette alchimie s'est faite en plusieurs années. Ça a commencé en 1971 pour aller jusqu'en, on va dire, 81, 82. La période où j'ai commencé à faire, moi, mon yoga danse. Toutes ces techniques, c'était bien. Mais il manquait quelque chose. Les techniques corporelles n'avaient pas de musique et la technique musicale n'avait pas de corps. Donc, j'ai alchimisé tout ça et j'ai fait mon yoga danse. Mais le yoga danse, c'était difficile. C'était comment est-ce que j'allais le présenter? J'en ai parlé à mon prof de hatha yoga, qui était un monsieur merveilleux, un monsieur, vous imaginez, qui a été élevé à l'ashram de Pondichéry, entre Mer et Sri Aurobindo. C'est quand même un être exceptionnel qui est venu en France pour être maître de recherche à l'INSEP et apporter autre chose à nos sportifs de haut niveau pour essayer de leur faire comprendre qu'il y avait autre chose que les muscles et le squelette pour courir, pour grimper, mais qu'il y avait une énergie à l'intérieur de notre corps, quelque chose que Sri Aurobindo appelait le mental des cellules. Et la spiritualisation des cellules, donc il a travaillé dans ce sens. Et il a su nous faire passer dans les cours toute cette subtilité. Et donc, quand j'ai voulu faire mon yoga danse, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais mettre de la musique sur le hatha yoga, mais je ne voudrais pas le faire exactement comme les cours de hatha yoga, parce que dès qu'on met de la musique, on bouge, le corps bouge, ça fait une danse, alors que le hatha yoga, c'est une technique immobile. Vous bougez de l'intérieur par les respirations, mais vous restez dans une posture stable. Et il me dit, mais écoute, la musique c'est toi, le yoga c'est la façon dont on fait passer les asanas, les postures. Donc toi c'est ta façon en musique, c'est ta façon musicale, c'est toi. Donc tu peux le faire. Donc j'étais ravie, j'ai été en quelque sorte adoubée par mon professeur de hatha yoga, qui venait donc de l'origine de Sri Aurobindo à Pondichéry. Donc j'étais ravie et j'ai démarré mon yoga danse à Paris.
On parlait au début de l'émission du yoga dance, alors le moment est venu, Patrice Laffont, on va se tourner vers Janine la jeunesse, qui va nous faire une démonstration. Bah, j'y vais pas. Ah non, voilà. non, vous restez avec nous. On regarde. Alors, on envoie la musique. Impressionnant, hein? Ah ouais, On se sent déjà plus détendu, non? Mais il faut le faire hein, aussi. Ce qui gratte, c'est la musique, hein, c'est pas les vertèbres. Venez nous rejoindre, Janine nous la rejoindre. jeunesse. Moi, je trouve d'abord que c'est formidable de s'appeler la jeunesse et de participer à une émission sur la forme. Il faut dire, Patrice, que Janine la jeunesse est ceinture noire de judo. Également. Et ça ne se voit pas du tout. Alors, quels sont Voilà, les alors, avantages du yoga danse? J'ai quand même 40 ans quand je fais ça. Alors que les professeurs de danse et les danseuses classiques, à 40 ans, commençaient déjà à avoir des problèmes d'articulation, de hanches, de genoux. C'est pour dire que, en plus du côté esthétique, du côté relaxant, que ce soit aussi bien pour celui qui agit que pour celui qui regarde, le yoga danse est comme, je dirais, une thérapie en soi. C'est le bonheur à l'intérieur, le câlin intérieur. C'est la rencontre entre le plus et le moins, l'animus et l'anima. Et c'est une danse qui fait vraiment du bien. Voilà ce yoga danse. Et ce yoga danse, là je vais passer la parole à Emmanuel, parce que... Il faut que tu dises que ça marche, que tu l'as créé après ta montée de Kundalini. Donc tu vas expliquer, je vais vous montrer une photo, après une petite animation sur ce qu'est la montée de l'énergie qui donne cette puissance intérieure, donc développée dans un mouvement, mais ça c'est l'original. Et peut-être une origine lointaine, puisque ce feu intérieur qui anime l'être humain, qui le crée, peut venir d'autres dimensions de l'espace-temps, d'autres contrées. C'est le feu qui a créé l'homme dans la mythologie. Donc, je te mets la photo, donc yoga danse. Alors, et tu nous expliques cette montée de le cours Kundalini, yoga où ça a monté. Oui, cette montée de Kundalini, c'est un événement qui se passe. Pour moi, ça s'est passé au cours d'une méditation. La montée de Kundalini est recherchée par les yogis
mais elle est crainte également. Parce que si elle est ratée, elle peut déclencher de grands dégâts et des dégâts du système nerveux. Vous pouvez arriver à l'hôpital psychiatrique si ça ne marche pas bien. Donc, il ne faut pas la rechercher, mais il faut savoir que quand on pratique assidûment et profondément les postures de yoga et la méditation, ça peut arriver. Et pour ma part, c'est au cours d'une méditation que c'est arrivé. Le matin, j'étais en stage de yoga à Roscoff. Le matin, notre professeur Ajit nous parle de la façon dont on peut faire transcender l'énergie. Et nous donne 2-3 indications toutes simples. Et je me dis, bon, ben, le soir à la méditation, je vais tester, on verra bien. Et le soir à la méditation, j'ai testé et ça a marché. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que vous imaginez, je ne sais pas si beaucoup ont lu sur la montée de Kundalini. Les canaux qui entourent je dirais dans l'architecture vibratoire énergétique de l'individu en Ayurveda, en yoga, vous avez les 2 canaux Ida et Pingala qui sont les canaux à droite et à gauche de la colonne vertébrale qui montent et qui se croisent au niveau des chakras. On va dire que c'est une énergie d'à peu près 12 volts qui monte et qui se croise et puis qui alimente notre vie au quotidien. Et quand Kundalini se passe, c'est le canal central, Sushumna, qui déverse l'énergie, mais d'un seul coup. Donc c'est comme si vous aviez un gros tuyau et on peut dire 12 000 volts. Donc si on n'est pas bien purifié, si on n'a pas fait un travail suffisamment grand, on peut avoir des brûlures intérieures. Et les brûlures intérieures, c'est le système nerveux qui trinque. Moi, ça s'est bien passé. Ça fait bizarre, c'est bon. C'est bon quand on monte. Quand on redescend, c'est plus impressionnant parce que ça fait des secousses, un petit peu comme un avion qui a du mal à atterrir. Et puis, il y a des émotions qui partent. Mais après, il faut en sortir de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois que le potentiel d'énergie est ouvert, le robinet est ouvert, comment faire maintenant pour vivre normalement? Donc la Swami qui était là et qui dirigeait la méditation m'a vue, on a eu un entretien et elle m'a demandé, elle m'a dit voilà, maintenant il faut faire un choix. Soit tu continues dans ce travail de méditation, de yoga, et puis tu vas de plus en plus loin jusqu'à Bodhisattva, soit tu arrêtes tout, tu arrêtes le yoga, tu arrêtes la méditation, tu remanges de la viande, tu bois du vin, tu fais du sport, du vélo, de la nage, de la course à pied, tu restes dans le côté musculaire, on va dire carbonique. Voilà, il fallait que je me réincarne d'une manière lourde pour plus décoller. Et j'ai choisi la deuxième solution parce que j'avais 2 petites filles à élever et que ça, je tenais à remplir mon rôle de mère. Voilà. Mais cette Swami qui m'a guidée dans ce sens avait elle-même fait un choix, mais inverse. Elle était chirurgien des yeux. Et elle a rencontré Swami Shivananda, qui avait été lui-même médecin, et qui, quand ils ont rencontré l'illumination, ont tout quitté pour servir et apprendre aux autres la façon de vivre dans l'amour parfait. Parce que cette Swami pratiquait le Bhakti Yoga, le yoga de l'amour, pas sexuel, de l'amour dévotion. Voilà. Et donc, bien au fait des dangers
du yoga, d'un yoga mal vécu, d'une méditation mal vécue. J'ai voulu faire ma méthode yoga danse, parce que yoga danse, c'est le côté ludique, c'est le côté expression. Je dirais que c'est la méditation corporelle en musique. Vous vous laissez pénétrer par la musique et elle vous guide dans ce que vous êtes présentement au niveau de vos articulations, de votre souplesse et tout ça. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas parce que vous êtes raide au départ que vous allez être privé de cette façon de méditer. Quand vous avez compris le phénomène, vous pouvez vous faire très plaisir en évoluant d'une manière moins souple que ce que vous avez pu voir tout à l'heure. D'ailleurs, je me souviens quand je donnais mes cours de yoga danse, à la fin de l'année, on donnait un spectacle dans un des théâtres de Paris. Et tout le monde n'était pas à ce niveau-là. Et il y avait des hommes, j'ai eu des hommes qui venaient et qui étaient assez raides. Eh bien, ils ont pu quand même se faire plaisir et rentrer dans la musique. C'est ce qui est le plus important. Sentir que la musique peut vous pénétrer. Et ils ont pu évoluer d'une manière gracieuse. Et ça, c'est important. Je me souviens qu'à la fin de notre premier spectacle qu'on a donné dans le cadre du Centre de danse du Marais, c'était au Théâtre Blanche à Paris, rue Blanche, le professeur de danse classique est venu me féliciter pour ma chorégraphie. J'étais étonnée, je dis « Ah, je suis ravie, je vous remercie ». Il n'y avait pas de chorégraphie. Il n'y avait seulement qu'une osmose entre tous les participants et la musique. En fait, chacun a joué sa partition. Je rajoute, j'aurais voulu être chef d'orchestre aussi, au départ. J'ai fait des études pour, mais j'ai abandonné pour certaines raisons. Et c'est ça, le chef d'orchestre dirige différents instruments. Et là, chaque individu était un instrument particulier, bien spécifique, avec ses caractères, ses raideurs, ses gaucheries. Et quand tout ça est animé par le même esprit, eh bien, ça a fait quelque chose de très homogène et gracieux et beau. Et ce que je voulais dire sur ce yoga danse au départ, c'est que j'ai mis des éducatifs pour qu'il n'y ait pas d'accident de montée de Kundalini intempestive. Donc j'ai fait des éducatifs sur l'ouverture des chakras en partant du haut jusqu'en bas. Mais, chose extraordinaire, ça correspondait à, je dirais, l'incarnation des points d'acupuncture, des fameux points Xian. Les acupuncteurs disent qu'on a déjà d'abord l'énergie qui arrive et ensuite la matérialisation qui s'installe. Eh bien, la mise en forme. Eh bien, j'avais repris ce programme-là et ça marche pour les chakras et ça marche pour l'acupuncture. Donc c'était parfait. Et si on va un petit peu plus loin, c'est en accord aussi parfait avec l'ostéopathie, les lois de l'ostéopathie fluidique. Donc c'était génial. Donc j'ai essayé par cette manière d'éviter tous les accidents. Parce que je me souviens qu'un professeur de Hatha Yoga qui faisait le yoga de Pattabhi-Joy, qui est un yoga très dur, yoga très gymnique et en triangle, donc qui manipule beaucoup les chakras. Et qui a eu une montée de Kundalini qui s'est faite parce qu'il a bien manipulé, mais comme il n'était pas prêt au niveau des nettoyages des émotions, il a eu très très mal. Et il a arrêté le Hatha Yoga. Donc voilà, l'histoire de ce yoga danse. Là vous voyez la position des chakras. Et comme je dis, les chakras sont importants de par leur rôle,
Mais ce qui est le plus important, c'est le chemin entre chaque chakra. C'est comme en musique. Ce qui est important, c'est pas la note, c'est l'intervalle entre les notes. C'est ça qui fait la musique. Sinon, la note toute seule, c'est rien. Alors, tout ça, c'était avant 1983, la fameuse date. Mais je voulais juste revenir où on s'est rencontrés. On va vous expliquer comment. Mais je voulais revenir encore sur, pour faire une translation progressive vers ce que j'ai appelé le cerveau vibratoire quantique, c'est-à-dire cette dynamique assez particulière qui commande l'âme et l'esprit, et qui correspond un petit peu, quand elle est déréglée, à ce que l'on voit dans le film, qui est, regardez, les engrenages, vous voyez, qui tournent. C'est très important, je trouve que le film est très bien fait. Vous voyez les chakras, ça va tourner, il les représente avec des roues qui tournent. Regardez bien. Vous voyez, tout se met à tourner. Là, là, là et là. Et en fait, on verra, si on peut ce soir, enfin j'espère, hein, que le cerveau vibratoire quantique, donc cette entité assez spéciale, quand elle est déréglée, elle a comme des engrenages, et ce sont des images, qui sont tous pas axés, qui font chacun leur tour comme ils peuvent dans le cerveau. C'est une image, ce n'est pas des vrais engrenages, ce sont des états spatio-fréquentiels. Et donc, lorsque on accède, et c'est grâce à Janine que je vais pouvoir vous expliquer comment on a pu accéder à cette dimension particulière de l'esprit, on est dans des dimensions de l'espace-temps différentes d'une autre. Et lorsque vous avez les montées de Kundalini, c'est les chakras qui sont toutes, pour moi en tout cas, des structures spatiales dans un espace-temps contigu au nôtre, légèrement décalés, qui se mettent en phase, qui se mettent en cohérence de phase. Et quand tous ces espaces-temps différents qui nous gouvernent, qui nous commandent et qui nous conduisent, se mettent à vibrer à l'unisson, donc tous les engrenages se mettent dans la même direction, vous avez la montée d'énergie. Lorsque vous avez la malchance d'avoir un enfant qui a son cerveau, donc son incarnation qui s'est faite avec des engrenages qui sont dans tous les sens, eh bien les dérèglements psychiques apparaissent. Et c'est l'autisme. Enfin, une partie du trouble autistique en tout cas. Donc vous voyez le rapport entre quelque chose de concret que l'on connaît tous plus ou moins, qui sont les troubles du comportement, les troubles autistiques, et ce que vous a montré Janine, ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle finalement elle m'a translaté petit à petit sans qu'on s'en aperçoive vraiment, qui est cet accès à ces espaces-temps différents, mais se remettant en place avec le travail, j'ai pu le conscientiser, en faire une technique que je mets à la disposition des enfants. 1983. J'arrive à un tournant de ma vie. Je vais donc dans un stage de yoga pour faire le point. Pas pour suivre le stage du tout, mais simplement pour profiter de ce magnifique endroit qui est la presqu'île de Peraridi à Roscoff. Et là, Emmanuel est venu, lui, faire le stage de Hatha Yoga. Mais un matin, alors que j'étais tranquille sur cette pointe, à faire mes salutations au soleil, préparer ma méditation face à l'île de Bas, c'est magnifique. Je vois arriver Emmanuel qui s'installe sur le bunker face à moi, puis qui me dit « Oh, j'ai pas envie de suivre le cours ». Et il commence à me raconter un petit peu ses projets pour l'automne, son disque qu'il veut sortir, ses scénarios de films qu'il veut faire, enfin voilà, il rêve. Et moi, à ce moment-là, je l'écoute et j'entends une voix qui me dit « Il faut que tu t'occupes de lui ». Je regarde. Il est beau garçon, il a des yeux bleus, il a des belles boucles blondes, mais je me dis, il y a trop de boulot. Il avait du mal à respirer, il parlait sans arrêt, il était tordu, une scoliose. Je dis, oh là là là, mais qu'est-ce qu'on veut de moi? Moi, j'étais là pour me reposer, et d'un seul coup, j'entends un ordre qui vient de l'intérieur et qui était fort et qui me dit, il faut que je m'occupe de quelqu'un. Ah non. Une voix qui vient d'en haut.
Oui, Tu t'appelles d'en Jeanne. haut, de l'intérieur, je ne sais pas d'où, mais je l'ai entendu. Et j'ai répondu, non, il y a trop de boulot. Alors ce que je n'ai pas voulu faire tout de suite, je l'ai fait longtemps après et encore maintenant. On raconte la période qui nous a amenés. Donc, alors, on ne sait pas à la fin du stage. On s'apprécie, mais sans plus, quoi. On ne tombe pas amoureux l'un de l'autre, pas du tout. Par contre, on s'apprécie au niveau du travail efficace qu'on faisait, par exemple, pour faire la vaisselle. Vous voyez, je suis quelqu'un d'assez efficace, elle aussi. Donc, ça allait vite. Alors que tous les gens du club, stage. c'était des yogis, bon, ils étaient un peu lents, quoi, vous voyez, Ah pour oui. nous, quoi. Beaucoup étaient D'accord. macrobiotes, donc ils étaient très lents. Mais elle ne me dit pas encore qu'elle a entendu cette voix. Hein, je ne le Ah saurai non. que bien longtemps après. Donc elle me regarde sûrement bizarrement, mais bon. Et donc j'étais arrivé à ce stage sur les conseils d'une astrologue, on ne dira pas le prénom pour ne pas la vexer, qui avait fait mon thème avant, je vous en parlerai si on fait encore une boucle arrière, si on a le temps, et qui avait, en même temps qu'elle le faisait mon thème, apparemment, on le saura après, des vues un petit peu coquines sur moi, parce qu'elle avait vu mon thème, et comme ça collait avec le sien, elle espérait... qu'est-ce que je peux dire? La lune. Et donc, moi, elle ne me plaisait pas du tout, mais pas du tout, elle était grosse, elle avait un poireau sur le nez, on avait une sorcière, vous voyez. Par contre, elle était très intelligente, elle avait beaucoup de culture, helléniste, Ouais. et elle nous faisait des cours dans le stage de yoga de tarot. Symbolisme du tarot. Et comme vous disiez, comme je vous ai dit Janine, moi je revenais plutôt de vouloir, enfin, d'un peu de déception artistique parce que rien ne marchait au niveau du comédien, du disque, rien ne marchait. Ça galérait pas possible. On est à Paris dans les années 80, c'est la mode des halles, bon. Et j'avais essayé le yoga, bon, sur les conseils. Et finalement, en étant arrivé à Roscoff, eh ben, j'ai trouvé que les filles étaient drôlement jolies, et puis finalement, on se plaisait bien, et c'était là. Et donc, le stage se passe, je suis passionné par la philosophie indienne et tout ça, et arrive l'incident, l'incident de la voix, le stage se termine, et on rentre avec l'astrologue à Paris en train, donc on prend le train, et à l'époque, c'était pas les trains de maintenant, c'était les trains encore à vapeur, et premier signe un peu bizarre, il y a feu sur la voie ferrée. Des feux de broussailles font que le train s'arrête et ne peut pas démarrer avant plusieurs heures, donc on reste en attendant, voilà. C'est un signe important, le feu. Hein, on verra, si on a le temps, que le feu et l'eau correspondent à la matrice d'incarnation. Hein, c'est le fœtus. Bon. Et arrivé à Paris, gare Montparnasse, elle me propose d'aller prendre un thé chez elle, et je l'accompagne chez elle avec ses valises. J'ouvre le placard pour prendre le thé qu'elle me demandait de préparer, des milliers de cafards qui sortent. Son appart était sale, elle ne nettoyait jamais, vous voyez un peu l'ambiance, et il était infesté de cafards. Qu'à cela ne tienne, je lui dis que je vais aller acheter des bombes DDT, hein, c'est un peu ma spécialité en tant que bricoleur, un peu le sauveur. Je reviens, je lui pulvérise tout son appartement, et pour me remercier, elle m'invite au restaurant, dans les Halles. Et là, il y a eu un incident, bon, des fois qui est un peu comique, c'est que je faisais 30 kilos de moins que maintenant, elle faisait à peu près 120 kilos, elle avait un pincher, ça m'a toujours marqué, vous voyez, le petit tout petit, et elle me forçait, puisqu'elle voulait absolument me séduire, elle me prenait au bras comme ça, avec son pincher, comme elle a du bout, vous voyez, avec le petit chien comme ça, moi j'étais derrière, et on passe devant une terrasse de café à la mode, où tout le monde, vous savez, avec les lunettes à la parisienne, regardait comme ça, puis vous avez le sourire banane, enfin, parce que c'était comique, quoi, voilà. Bon, ça n'a... Et ensuite, on se quitte, mais elle me dit, pour te remercier, pardon, je vais t'offrir le stage d'astrologie à Entrevaux. Elle repartait après le stage de Roscoff faire un stage d'astrologie à Entrevaux dans le midi de la France. Bon, moi j'étais flatté que cette femme que je prenais plutôt pour un prof qu'une future conquête me convie là-bas. Je lui dis bah ok. Alors on prend le camion de l'entreprise de mes parents qui avaient encore leur entreprise dans laquelle je travaillais encore pour gagner des sous. Et on descend, elle avait un pincher, moi j'avais son chat, elle avait des problèmes, voilà, et on descend, et ce qu'il faut savoir, c'est que mon père ne mettait jamais d'huile, enfin ne faisait jamais la vidange d'huile au niveau de la boîte de vitesse, ni du moteur, et ne changeait jamais les pneus, c'était un principe. Voilà. Donc,
Évidemment, le sort devant nous relier, ben, il avait trouvé rien de mieux que de me faire prendre cette camionnette non révisée qui fait que petit à petit, elle commence à tomber en panne. Et quand on arrive à Lyon, la 5e ne passait plus. On arrive à Nice, derrière, à Entrevaux, la 4e ne marchait plus. Donc je laisse le camion en plan et le stage se passe, qui était formidable, puisqu'elle était quand même très douée. Elle m'apprend l'astrologie. Et il faut savoir que lorsque vous êtes entre deux astrologues, on est vraiment mis de côté. Donc, je me suis dit, bon, bah, pour comprendre leur langage, je vais apprendre l'astrologie. Donc, j'étais descendu avec elle pour faire ce stage. Le stage se passe. Il est très intéressant. Elle m'apprend à sentir la nature, elle m'apprend tout ce qui est un petit peu ésotérique, fluidique. J'étais passionné de ça, sentir les ondes, les ondins, les elfes et tout ça. C'était vraiment pour moi une découverte extraordinaire. On termine le stage, le camion ne marchait presque pas vraiment bien et elle téléphone à sa copine Janine en disant « Bah écoute, ce mec-là, il est mignon, c'est ce qu'elle t'a dit, hein. Mais il n'y a rien à faire, il dort à côté de moi et puis il s'endort tout de suite et il ne me touche pas et tout. » Il faut vous dire que j'étais insomniaque, petit, j'ai jamais pu dormir, en tant que très nerveux, vous voyez, c'était une boule de nerfs, quoi, et je savais pas trop comment m'en sortir, donc je faisais tout ce que je pouvais. Et comme elle se débrouillait toujours dans les hôtels quand on descendait pour avoir un lit double et me mettre à côté d'elle, c'était extraordinaire, je m'endormais comme un plomb d'un coup, sans rien, paf. Et elle comprenait pas, elle me regardait et tout, et je dormais bien, donc j'étais vraiment très heureux de renouveler l'expérience. Mais rien ne se passait, rien ne se sera jamais passé, bien entendu. Et donc, après Nice, elle demande à Janine, écoute, ce mec-là, il est bizarre, il doit être un peu homo, enfin, c'est quand même curieux, il n'a pas son thème et tout, ça va être un rat. Hein. Et écoute, on repasse par chez toi, tu fais le coup que tu n'as plus qu'un lit double, et à ce moment-là, tu nous mets dans la même chambre, et puis ça va bien marcher. Hop, on remonte avec le camion. Il faut dire qu'elle avait un chat. Non, pardon, moi j'avais mon chat sur l'épaule, vous voyez, toujours un peu excentrique. Elle avait son pincher et elle avait des problèmes d'ovaires. C'est-à-dire qu'elle était hypersensible du bas et à chaque fois que le camion qui était mal amorti sautait, ça faisait mes ovaires. Pendant tout le voyage, mes ovaires. Il y avait mon chat qui était enceinte, le pincher qui faisait la sarabande et tout. Et voilà l'ambiance. On arrive à Vichy, ça c'était extraordinaire, c'était fin d'été, au mois d'août, ou à peu près au mois d'août, c'était vraiment très beau. Je ne connaissais pas la région, il y avait soleil couchant, l'Allier, le Bourbonnais, c'était vraiment extraordinaire. On arrive, Janine nous met dans le même lit, moi, pas de problème, paf, je m'endors d'un coup. Dès que je ferme les yeux, c'était extraordinaire, je découvrais enfin le vrai sommeil. Et puis, quelques jours passent, elle avait oublié ses médicaments, elle est obligée de remonter à Paris. Elle nous laisse toute seule, son mari n'était pas là, le camion, comme il n'y avait pas d'huile, la boîte de vitesse à plat. On l'amène au garagiste, évidemment, qui me dit « Mais oui, bien entendu, on va vous le réparer. » Mais comme on était au mois d'août, lui, il avait retenu l'affaire. Il garde mon camion, il démonte la boîte de vitesse et il dit « Bah, vous voyez, maintenant, non, il faut attendre 15 jours parce que tout est fermé au mois d'août. » Et on se retrouve tous les deux, avec Janine, au mois d'août, tout seul. Dans une grande maison. Et c'est là où ça a commencé. C'est-à-dire qu'il y a déjà la première voie, ensuite il y a ce fameux détour d'Entrevaux à Vichy. On s'aperçoit avec le recul qu'on ne pouvait pas y échapper. Et alors, donc il reste pendant 15 jours. Et pendant ces 15 jours, il me parle aussi de son disque qu'il va faire à la rentrée. Et il me dit, oui, c'est marqué dans mon thème. Je dis, bon, bah, je vais regarder ton thème. Je regarde le thème, puis je ne vois pas de disque, je ne vois pas de musique, je ne vois pas de célébrité avec la musique. Je lui dis, mais par contre, il y a quelque chose que tu devrais faire, c'est apprendre tout ce qui est naturopathie. Il faut que tu ailles vers la thérapie. Mais moi, la thérapie, alors là, vous imaginez le petit jeune homme blanc, je dirais, à l'époque, il faisait de la radio, à Carbone 14, une radio, il faisait l'émission de Tintin, il pensait qu'à s'amuser, quoi. La vie, pour lui, c'était spectacle, théâtre, chant, danse, guitare, mais pas du tout la thérapie, pas prendre quelqu'un en main pour lui faire du bien, c'était loin de son idée.
Je lui dis, mais oui, mais tu devrais t'intéresser à ça, parce que je t'assure, je vois bien ça. Et je vois que tu devrais trouver quelque chose qui concerne les enfants, la tradition et surtout le mouvement. Mais alors je ne voyais pas ce que ça pouvait être, parce que pensez, il y a 30 ans. On a fait d'énormes progrès sur tout ce qui est médical, paramédical, thérapie et tout ça. Donc je ne pouvais pas mettre de mots. Je ne pouvais que dire mouvement, même cerveau des enfants. J'ai dit plein de choses, mais je ne pouvais pas définir quelque chose. Et c'est là qu'on voit la difficulté d'anticiper quand on n'a pas les techniques qui sont encore faites. Donc voilà, lui m'a dit, oh là là là. Mais je lui ai dit, écoute, dans ma bibliothèque, j'ai un livre d'acupuncture chinois, tu le lis. Et il le lit. Bon. Puis en plus, il y avait tous les termes chinois, c'était en chinois. Et il me dit, non, c'était pas du chinois, mais c'était en chinois. Les points étaient écrits en chinois, donc le texte français, mais si vous voulez, le nom chinois. Il me dit, oh bah oui, c'est facile, c'est bien. Et rentré à Paris, il s'achète tous les chanfreaux, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais les 3 chanfreaux, c'est quand même des pavés comme ça, qu'il avale ça facilement. Et puis comme il faisait sa formation de yoga avec Ajit, lui aussi, il s'est mis à faire à suivre des coups d'acupuncture. Et il a trouvé ça très très bien. Et de fil en aiguille, il s'est intéressé au corps, au massage ayurvédique et tout ça. Et puis, sur Vichy, où j'étais toujours, le fameux Maurice Poyet qui a mis au point l'ostéopathie fluidique, qui est bien reconnue maintenant, me dit, Janine, je vais ouvrir mon école. Enfin, il était content, il ouvre son école, mais je lui dis, j'ai un élève pour vous. Et c'était Emmanuel. Par contre, il est un petit peu dérangé dans l'école, ça c'est certain. Alors, c'est pas moi. Vous voyez, au niveau des mains, c'est une manœuvre d'ostéopathie. Donc, vous reconnaissez la manœuvre occipito-sphénoïdale classique. Bouge. Donc, la méthode Poyet, il y en a qui connaissent. C'était une méthode un peu unique dans la mesure où elle était déjà au-dessus du fluidique qui se faisait déjà à l'époque. Vous voyez. Donc, c'était des manœuvres qui étaient extrêmement douces. En fait, on sentait plutôt l'énergie des os. Et à partir du moment où vous sentez l'énergie des os, vous avez, avec des manœuvres très, très légères, la possibilité de remettre en place. Hein, plutôt que ceux qui font plus de pression et plus de crackling et autres. Il avait déjà trouvé des choses hors normes, qui n'étaient pas vraiment reconnues. Et moi donc, je suis dans son école. Déjà, ce que avait vécu Janine avec cette promiscuité d'OVNI, c'est probablement et presque sûr ça, quoi, qui a fait qu'elle a reçu cette charge sans le vouloir, qui a éveillé déjà ce qu'elle avait en potentiel en elle, mais qui a démultiplié ce qu'on aurait pu faire en une vie normale. Donc ça a été beaucoup plus vite. Et le fait qu'on ait cette promiscuité, qu'on se soit rencontrés, de vivre ensemble, et puis moi, de travailler ces techniques, dont le yoga dance, ces dimensions qui sont hors de l'espace-temps. J'insiste, on n'est pas dans notre dimension actuelle quand on travaille comme ça. Il y a autre chose derrière, mais accessible. Eh bien, ça passe par des canaux un peu invisibles. Il y avait ce flux, c'est une image qui sortait de mes mains et qui rentrait déjà dans un espace-temps différent de la personne. Petit à petit, il y avait ce autre chose qui m'envahissait. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous poussiez, vous poussez une vitre, vous voyez, vous poussez une vitre, d'accord ? Elle est dure, la vitre. Vous poussez, vous ne savez pas pourquoi vous poussez, puis d'un seul coup, hop, vous passez de l'autre côté du miroir, avec cette pression. C'est une image. C'est un petit peu aussi comme Alice au Pays des Merveilles, qui tombe. Vous savez, elle tombe dans un espace-temps différent, si vous voyez le film. Elle tombe et vous avez les aiguilles des montres qui tournent à l'envers. Vous avez les objets qui font des choses bizarres. Parce qu'on tombe, et je le saurai bien longtemps après, qu'on tombe dans cet espace quantique, cet espace où rien n'est de notre physique actuelle, où les choses sont dans tout le désordre, donc tout était à refaire, tout était à revoir. L'ostéopathie, l'homéopathie, tout était à reconstruire, reconsidérer, en tout cas de mon point de vue à l'époque, par rapport à ces sensations qui arrivaient et qui se construisaient petit à petit, et que
j'étalonnais, si on peut dire, avec le travail avec Janine. Donc voilà le départ en 1983, 4 on est, hein, c'est 30 ans, de ce qui nous est arrivé suite à notre rencontre et qui a fait que, avec beaucoup de travail bien sûr, j'ai pu établir une cartographie de l'inconscient quelque part, avec une structure spéciale, qu'on verra tout à l'heure si vous voulez. Donc voilà ce qui est arrivé avec l'école d'ostéopathie de Poyet en 1983 et qui est toujours valable actuellement, en tout cas, qui permet de travailler sur le cerveau très particulier des enfants différents. Quand vous avez des enfants différents, ce sont des enfants qui reçoivent en cadeau, entre guillemets, des structures d'espace-temps, de conscience d'espace-temps différents qui cohabitent, mais qui ne se mélangent pas. Mais il n'y a pas de cohérence de phase, il n'y a pas de cohérence de mouvement. Quand on arrive à remettre les engrenages en place, eh bien, l'enfant se normalise progressivement, on va dire. Oui, je servais de cobaye donc à Emmanuel quand il a appris son ostéopathie. Et c'est un jour, un après-midi, chez mes parents, qui avaient vu aussi des ovnis en 54. Il avait les mains sur ma tête et à ce moment-là, je sens quelque chose d'autre que l'ostéopathie traditionnelle. C'est-à-dire que ce n'était plus mes os, les vibrations de mes os qui étaient bougées, mais il allait plus profond. Et je lui ai dit tout de suite, c'est ça la vraie ostéopathie. C'est ça, c'est là-dedans qu'il faut que tu recherches. Et c'est ce qu'il a développé petit à petit. C'est exactement cette sensation que j'ai maintenant avec le recul, que tout m'a été mâché. Donc quelque part, ça m'a fait gagner un temps fou pour ne pas avoir à réexpérimenter tout le parcours de l'initié, du myste, qui doit refaire tous les chemins pour aller revoir tel sage, relire tel livre, réapprendre telle théorie. Mais tout était fait. Donc j'ai pu me consacrer uniquement à ces sensations qui émanaient de mes mains, décodées par le cerveau bien sûr, et qui m'ont permis d'établir une cartographie de ce fonctionnement atypique de l'humain. Donc nous arriverons à une période où Emmanuel commence à vraiment poser les bases de sa technique, l'homéopathie aussi. Pourquoi est-ce qu'une mémoire de stress reste? C'est parce que elle est sortie de votre contexte temporel, elle s'est logée dans un coin de l'espace et elle y reste là jusqu'à résolution du conflit. Donc elle s'en va jamais, elle se transmet à la descendance. Pour nettoyer vraiment un stress, pour éviter qu'il se transmette à la descendance, il faut réussir à rentrer dans son espace-temps. Si vous n'envoyez pas la forme et l'intensité spécifique de l'énergie qui correspond à la forme-fréquence de la mémoire de votre stress, il ne partira jamais. La biologie montre maintenant que nous sommes créés par mémoire successive de stress. Ce sont des protéines particulières qu'on appelle heat shock protéines. La compréhension du vivant, pour moi en tout cas, pour nous, réel, du fonctionnement de l'homme et tout, ne peut être faite que si on aborde ce fonctionnement quantique, c'est-à-dire ce fonctionnement hors de l'espace-temps connexe au nôtre. Sinon on reste dans la matière, on ne comprend pas et on tourne en rond. Cette puissance de compréhension a été donnée par le contact du troisième type.